Merci Didier de m'accueillir dans tes locaux aujourd'hui. On va commencer tout simplement par une petite présentation, si tu peux te Mm. présenter sur ton parcours et pour que les gens qui ne te connaîtraient pas puissent te découvrir. J'ai 65 ans, je suis ingénieur de formation, INSA Toulouse. J'ai fait ensuite une école de gestion qui est l'IAE de Paris. J'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai travaillé chez Thales, donc comme ingénieur, puis responsable du contrôle qualité et puis du marketing dans une unité qui fabriquait des composants électroniques pour la défense nationale. Donc c'était quelque chose de très différent de ce que je fais aujourd'hui. J'ai ensuite passé 13 ans chez France Télécom. Non, pardon. Avant, j'ai passé 4 ans dans une boîte qui s'appelait Tona Électronique, qui faisait des antennes satellites et des équipements pour le câble, la Cable TV, qui était basée à Reims. J'ai ensuite passé 13 ans chez France Télécom, ex-France Télécom, qui s'appelle maintenant Orange, où j'ai été directeur commercial, puis directeur général et enfin PDG de Orange Mobile, l'activité téléphonie mobile du groupe France Télécom, dont j'ai été le patron entre 2000 et 2006. Ensuite, j'ai travaillé dans les médias en tant que président de Lagardère Active, la branche média de Lagardère, pendant 5 ans, un quinquennat. J'ai travaillé ensuite avec un fonds d'investissement qui m'avait confié la présidence de Coyote, qui est la boîte donc, qui fait des avertisseurs De de radar. radar, pendant 3 ans. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle du M&A, de la cession d'entreprise, du développement et de la cession d'entreprise. J'ai ensuite bifurqué vers une autre industrie qui est le football en tant que patron de la Ligue de football professionnel entre 2016 et 2020. Depuis 2020, je faisais ce qu'on appelle du M&A, donc du conseil auprès d'entreprises qui veulent faire de la cession ou des acquisitions d'entreprises. Je travaillais avec une banque d'affaires qui s'appelle la Financière de Courcelles et j'accompagnais des fonds d'investissement qui voulaient investir dans le sport ou dans les médias en France. C'est ainsi que j'ai fait l'acquisition de Clear Channel, la filiale française de Clear Channel, dont je suis devenu le premier actionnaire et le président depuis le mois de janvier 2024. Et la société s'appelle dorénavant Cities Media. Nous sommes le deuxième opérateur d'affichage et de communication extérieure en France. Voilà en 2-3 minutes mon parcours. J'ai eu beaucoup de vies professionnelles. Chacune d'entre elles a été très dense, avec des bons et des moins bons souvenirs, mais en tout cas, voilà mon parcours. Bon, en tout cas, c'est effectivement très riche et dense. Est-ce qu'il y a un moment déterminant dans ta carrière que tu veux nous relater? Un point qui a transformé quelque chose? Alors, je pense que le point qui est déterminant, bah, à la fois parce que c'est un changement de dimension en termes de portée managériale, euh, et puis aussi parce que c'est arrivé à une date symbolique, j'ai été nommé patron, enfin, j'ai été nommé directeur général de Orange le 1er janvier 2000. Donc effectivement, c'était la bascule du nouveau siècle, le Là, 21e siècle. là où tout devait disparaître? Voilà, et j'étais directeur commercial à cette époque-là de ce qui s'appelait à l'époque France Télécom Mobile, qui est devenu Orange, donc en 2001. J'en ai pris la direction générale le 1er janvier 2000, après avoir occupé la direction commerciale. Et c'est un souvenir qui est, je ne sais pas si c'est un point d'inflexion ou de bascule dans ma carrière, mais c'est sans aucune contestation mon meilleur souvenir professionnel, parce que c'était à la fois une aventure technologique, une aventure industrielle, une aventure humaine, une aventure sociologique, une aventure managériale, de diriger la téléphonie mobile du groupe France Télécom. Et donc lorsque j'ai eu cette promotion par Michel Bon, à l'époque, qui était le président de France Télécom, ça a été certainement déterminant dans ma carrière. Ça m'a permis de me rendre compte en fait que le concept de méritocratie républicaine dont on parle souvent marche, puisque moi je venais d'un petit bled du Tarn-et-Garonne, dans le sud de la France, et j'avais pas forcément fait une très grande école d'ingénieur, même si c'est une très belle école, l'INSA, mais c'était pas central ni polytechnique. Et chez France Télécom, il y avait beaucoup de polytechniciens ou de centraliens. Et donc, que Michel Bon fasse confiance à quelqu'un comme moi qui avait eu des résultats commerciaux qui étaient très bons à l'époque, et c'était plus au mérite d'une part, et d'autre part dans la croyance, dans la capacité managériale à poursuivre ce leadership qu'avait le groupe France Télécom dans la téléphonie mobile. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a confié les clés euh, de Orange à ce moment-là. Voilà, c'est une preuve de. C'est à la fois un switch en termes de carrière, de développement de carrière, c'est à la fois
un kiff, comme on dit, de piloter une aventure industrielle pareille, et puis c'est une forme de reconnaissance. Donc c'est certainement ça le point de bascule. Il y a eu un avant, après ce poste, sans doute, quelque part. Ça devenait possible. Oui, je dirais pas avant-après, parce que chaque fois que j'ai pris un nouveau job, ensuite, un, je l'ai voulu, deux, je l'ai aimé. Euh, donc, à chaque fois, les souvenirs sont forts, mais certainement que là, j'étais très jeune, j'avais 41 ans, donc voilà, je me suis dit que avec beaucoup de travail et un peu de chance, rien n'est impossible. Super, bel échange. Alors ça amène la question que je voulais poser, c'est est-ce que tu as eu des mentors dans ta vie? Alors peut-être celui-ci en a été un, mais est-ce que tu as des mentors ou que tu as rencontrés, avec qui tu as travaillé, ou même peut-être des personnes extérieures qui t'inspirent aujourd'hui, ou qui t'ont inspiré dans ta carrière? Euh, alors, quand j'étais chez Tona Électronique, dont j'ai parlé pas très longtemps, 4-5 ans, entre 89 et 94, Tona Électronique était une filiale de Canal+, dont le président à l'époque était André Rousselet, donc, qui est mort malheureusement depuis quelques années maintenant, qui est le fondateur de Canal+ en 1984, qui s'est battu contre vents et marées et qui a réussi à faire que cette chaîne soit devenue le groupe exceptionnel qu'il est aujourd'hui. Donc André Rousselet est certainement un exemple, un mentor non parce qu'on n'a pas travaillé beaucoup ensemble, mais c'est un exemple. J'ai beaucoup aimé travailler avec Michel Bon quand il était président de France Télécom parce qu'il m'a appris ce qu'on appelle la pyramide inversée, le pouvoir donné à la première ligne en fait. Avec Michel Bon, le pouvoir il n'était pas au siège, il était dans les agences locales de France Télécom où on vendait des téléphones et des abonnements. Donc cette notion de donner le pouvoir à la première ligne, le pouvoir au local, donc, ça m'a donné cet éclairage essentiel qui est quand on dirige une grosse boîte et qu'elle est organisée avec des directions régionales ou des agences locales, bah, il faut être présent sur le terrain, là où se passe la vraie vie en fait, c'est là où sont à la fois les clients, les problèmes et les employés surtout. Thierry Breton a été un modèle, il a succédé à Michel Bon en octobre 2002, il a sauvé France Télécom qui avait à l'époque 60 et quelques milliards de dettes. Et Thierry Breton nous a montré à tous ceux qui étaient avec lui à cette époque-là que rien n'est impossible en fait. Et il continue d'ailleurs en tant enfin, il n'est plus commissaire européen, mais je l'ai encore vu récemment sur LCI cette semaine expliquer comment il fallait gérer Trump. Alors bon, Thierry Breton, Thierry Breton, c'est Thierry Breton. Hein. On sait que c'est quelqu'un qui est ambitieux, on va dire, mais que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est l'exigence poussée à l'extrême et la capacité à renverser des montagnes. Voilà, je dirais voilà les trois mentors que je retiens. Après, j'ai moins de personnes qui m'ont marqué. Voilà, je Déjà, ces c'est déjà trois-là. bien, déjà un beau parcours. Chez Coaching Media, nous on aime beaucoup les entrepreneurs, les dirigeants. C'est quoi pour toi l'entrepreneuriat, si tu devais donner une définition? Et quelles sont, je vais amener la deuxième question parce qu'elle va peut-être se rejoindre. Quelles seraient les qualités pour toi d'un entrepreneur? L'entrepreneuriat, c'est moi ici, depuis que je suis président et actionnaire de Cities Media, je considère que je suis devenu un entrepreneur, alors que jusqu'alors j'avais été un dirigeant salarié. J'avais jamais été en situation d'être propriétaire de mon entreprise, ça l'est aujourd'hui. Et donc pour moi, un entrepreneur, déjà, c'est quelqu'un qui, à la différence d'un salarié, qu'il soit salarié ou dirigeant salarié, c'est quelqu'un qui joue avec son argent et donc qui a une dimension supplémentaire en fait. Dans la dimension entrepreneur, il y a une dimension, enfin, pour moi, il y a deux dimensions supplémentaires. On joue avec son argent, donc c'est pas du tout pareil en fait. C'est pour ça que le cash est très important, c'est pour ça que la trésorerie est très importante, c'est pour ça que la gestion des coûts est très importante, parce qu'il y a un commitment qui est beaucoup plus fort quand on est salarié. Donc c'est quelqu'un qui joue avec une partie de sa vie et de son patrimoine, en tout cas avec une partie de lui-même, et pas avec l'argent des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Je pense que ça donne une proximité et une responsabilité encore plus importante vis-à-vis de ses employés, parce qu'on se sent responsable d'eux. Donc il y a une espèce d'affecto societatis qui est beaucoup plus fort, je trouve. Et ça permet
d'être plus exigeant avec ses collaborateurs, de travailler davantage sur la fierté d'appartenance à l'entreprise quand le patron, il est en même temps le propriétaire. Donc c'est ça que je verrais comme définition principale de l'entrepreneuriat. Les qualités, je pense qu'il faut être courageux, il faut être ambitieux, il faut avoir un peu de vision. Voilà, il faut être courageux, ambitieux, avoir de la vision et puis être à la fois proche mais exigeant. C'est pas toujours facile. C'est quand on est proche, on est moins exigeant et quand on est trop exigeant, on n'est pas assez proche. Donc il faut, c'est ça que je dirais, mais c'est surtout, je pense, le courage. C'est certainement ça qu'il faut en premier. Alors, on peut avoir du courage en étant dirigeant salarié. Moi, quand j'étais patron des médias de Lagardère, j'ai fait des plans sociaux dans des populations de journalistes. Il fallait pas, il fallait être courageux pour le faire, mais on joue moins avec sa vie, entre guillemets, que quand on est entrepreneur. Super définition en tout cas. La question suivante, c'était justement la vision. Comment tu la travailles, toi? Est-ce que tu as des secrets? Est-ce que tu as des moments Non, la vision, je lis beaucoup les études de marché, les études marketing sur mon secteur, mon marché, mes concurrents, les benchmarks internationaux. Voilà, donc ça y est, être bien au courant et lucide sur les forces en présence sur son marché. Un. Deux, connaître bien ses points forts et ses points faibles de son entreprise pour pouvoir adapter une ambition et à une vision, mais en partant de l'existant. Donc, avant de définir une vision ou une ambition, il faut savoir d'où l'on vient. Et puis, il faut écouter aussi. Enfin, je pense qu'il faut... moi, je suis une éponge. Je me nourris de ce que me disent mes collaborateurs, mes partenaires, mes associés, mes clients, les stakeholders du marché sur lequel j'évolue, comme on dit. Et puis, il faut être ambitieux, il faut mettre la barre haut et être sans arrêt en mouvement et sans arrêt douter aussi. Je pense que on définit bien, alors ça peut paraître contre-intuitif ce que je dis, mais on définit bien une vision si on est aussi dans le doute. C'est-à-dire qu'une vision, pour moi, c'est derrière une vision, je traduis ambition et objectif et plan d'action. Mais tout ça, ça ne se déroule bien. Alors c'est peut-être paradoxal ce que je dis, mais ça ne se déroule bien que s'il y a des parts de doute, pas tous les jours, mais des parts de doute de temps en temps qui permettent de se reculer un petit peu, de voir le chemin accompli et de voir le chemin qui reste à accomplir. une forme de prise de hauteur et peut-être potentiellement des réajustements si nécessaire. C'est pas seulement de la prise de hauteur, c'est la prise de côté, je dirais, pour être sûr, en fait. C'est Maurice Lévy, le patron de Publicis, qui dit souvent qu'il doute tous les jours quand il vient au bureau. Ça m'étonnerait qu'il doute tous les jours, mais il doit lui arriver de douter. Parce que c'est ainsi qu'on se challenge, on se remet en question et on évite peut-être de faire des erreurs. Alors, je veux bien que tu précises cette notion de prise de côté par rapport à la prise de hauteur. C'est quoi exactement pour toi? Ben pour moi, la prise de hauteur, c'est on regarde de haut un paysage ou un champ concurrentiel et on déplace. Et on déplace des forces, on prend des initiatives stratégiques, on déplace. Donc ça, c'est vraiment, on reste en haut. La prise de côté, c'est on est dedans et on se dit là, est-ce que je suis en train de prendre la bonne route? Et on s'écarte un peu. Prendre de la hauteur, c'est pour définir où on va à 3 à 5 ans. La prise de côté, je dirais, c'est pour vérifier que de 3 à 5 semaines, pas à 3 à 5 ans, on est bien dans la bonne direction. Enfin, je suis sur la bonne voie d'autoroute, quoi. Voilà, la prise de côté, c'est on se dit, attends, là, il se passe un truc, je m'arrête un peu et je regarde. Voilà. Alors que la vision de haut, c'est plus une vision plan stratégique, moyen et long terme. Okay. La prise de côté, c'est pour éviter qu'on ne fasse pas d'embarder, en fait. Ça évite d'être la tête dans le guidon et pas se rendre compte qu'on peut peut-être un peu dévier de la route, en fait. Voilà. Okay. Très bien. Cette vision, comment tu la partages avec tes collaborateurs après? Est-ce que c'est important pour toi de la partager? Est-ce qu'il y a des routines sur ce schéma Bien sûr que c'est important de la partager. Donc il faut échanger, faire du one. Moi j'aime bien faire à la fois du one-to-one
avec mes collaborateurs les plus proches, tester sur eux des idées, leur faire accoucher d'idées qu'ils ont et qu'ils ne veulent pas dire ou qu'ils ont peur de dire, etc. Enfin, en tout cas, essayer de faire du one-to-one avec eux. Ensuite, moi, j'aime bien aussi formaliser dans un comité exécutif ou un comité exécutif élargi en fonction des sujets, donc la définition et le partage de la vision, pour être sûr que le truc a été maturé, mélangé suffisamment. Donc ça, c'est du one-to-one avec les membres du COMEX, et puis après le COMEX ou un COMEX élargi pour faire pas seulement accoucher, pour onboarder, comme on dit, tout le monde. Et puis après, c'est top-down, c'est restitution aux employés. Mais là, la restitution aux employés, elle est faite par le management, enfin à l'ensemble des employés. Nous, ici, on fait une visio par mois. Tous les mois, on fait une visio qui dure 1 heure et demie, où on explique l'état de la boîte, où est-ce qu'on va, les grands projets. Et on est 800 dans la boîte, et à chaque fois, au moins 400 à 500 personnes qui se branchent sur la visio, qui dure 1 heure et demie, une fois par mois, où on partage avec eux, on répond à toutes les questions, sans filtre. C'est un peu contraignant, parfois laborieux, parce qu'il y a dans les questions, il y a tout qui arrive, qui remonte comme question. Mais je pense que c'est nécessaire de faire cette update régulier pour dire où on en est. Tu fais ça depuis longtemps, du coup? Depuis que je suis là. Okay. Depuis que je suis là, c'est-à-dire depuis 15 mois. Et les retours, du coup, du terrain? Je pense que des retours du terrain. Et puis par ailleurs, moi, je vais au moins 1 à 2 fois par mois. Au moins 1 à 2 fois par mois en région. J'étais hier, j'étais à Reims, dans notre agence de Reims, et je serai dans celle de La Rochelle la semaine prochaine, où je rencontre à chaque fois les équipes, donc ce soit les afficheurs, puisque nous on est un afficheur, les commerciaux, les assistantes, et le directeur régional qui me présente la région, la ville où on est, la concession qu'on exploite dans la ville où on est. Donc je le fais 1 à 2 fois par mois. Ça va dans le sens de ce que tu disais sur les premières lignes, d'être présent vers les premières Exactement, lignes. exactement. C'est important que les gens d'abord connaissent le patron, et moi aussi de les connaître, de les sentir en fait. Je vois bien dans une agence, je sens bien si l'agence elle est à fond, ou s'il y a des retenues, et il faut essayer d'expliquer d'où viennent ces retenues. C'est très important. Et puis surtout vous pouvez être exigeant avec vos collaborateurs si vous avez pris la peine avant d'aller les voir, les écouter et comprendre ce que sont leurs problèmes. Ouais. Et puis surtout, après, eux, ils ne peuvent plus dire vous ne savez pas de quoi vous parlez, puisqu'ils vous ont vu. Donc quand vous dites là, on a fait 10, je pense qu'on peut faire 12, parce que j'ai été vérifié qu'il manque plus que 2 pour faire 12, et ben, c'est plus facile de le dire. C'est plus facile de le dire après l'avoir vérifié sur le terrain que de le proclamer un peu ex cathedra là, du haut de son bureau. C'est clair. C'est intéressant ce que tu disais. Ça me fait penser à une question qui ne fait pas partie de la liste, mais que je trouve intéressante. Souvent, les entrepreneurs, il y a aussi une forme de ressenti, d'énergie. En fait, tu disais, c'est important que tu sentes. Pour toi, oui. C'est quelque chose qui... Oui, parce que comme je disais, c'est ta boîte, donc tu joues avec ton pognon, et tes collaborateurs, ça devient un peu ta famille en fait. C'est en tout cas comme ça que je le ressens moi. Et donc c'est quand tu as une charge de famille en fait. Et donc c'est important, comme avec tes enfants, que tu sentes si tes enfants ils sont bien ils sont bien à la maison ou pas, s'il faut leur donner la permission de sortir ou pas. Enfin alors c'est très paternaliste, hein. Là j'ai très conscience d'avoir une vision ultra paternaliste que j'assume, mais ou peut-être un peu archaïque, parce que c'est vrai que on est en 2025, on est post-Covid, le télétravail est massivement répandu partout, la marque employeur est un truc très important. Je découvre moi, depuis que j'ai repris cette boîte, parce qu'après j'avais fait pendant 4 ans du conseil et du M&A, donc j'étais quand même resté loin du vrai business. Là je découvre ce que sont les nouvelles entreprises post-Covid, c'est-à-dire des collaborateurs qui sont hyper exigeants sur le télétravail, sur la disponibilité, sur l'équilibre entre vie pro et vie perso. Des choses
que je n'avais pas connu il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années quand je travaillais chez France Télécom ou chez Lagardère, où on était, alors on avait certainement tort, enfin je ne sais pas d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on avait à ce point tort, mais c'est ce que je dis est affreux, mais que l'équilibre, enfin en tout cas moi je n'avais pas le sentiment que la notion de qualité de vie au travail, la notion d'équilibre pro-perso était à ce point marquée. Voilà, c'est le grand mouvement que je vois moi depuis quelques années et je pense que c'est lié au Covid. Ouais, il y a eu un avant et un après sur le sujet, clairement. Ça m'amène à la question justement en tant qu'entrepreneur ou dirigeant, l'équilibre vie privée, vie perso, toi à titre personnel, pas pour tes équipes, c'est quelque chose que tu as réussi à gérer Pas toujours bien. Ça prend tellement de place que c'est compliqué. Pas toujours bien. Des outils ou des petites méthodes? C'est certainement la chose que je gère le moins bien, puisque moi je suis, alors surtout maintenant avec les outils, téléphone, iPad et autres, je suis vraiment, je débranche très rarement, malheureusement, parce que je pense que quand un problème survient, il faut le résoudre rapidement. Et donc, quand vous êtes le patron d'une boîte, les choses remontent jusqu'à vous, les choses importantes remontent jusqu'à vous, et si elles remontent jusqu'à vous, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient traitées. Sinon, elles auraient été traitées avant. Donc je reste connecté tout le temps. Et donc, ça, c'est un peu au détriment de la vie familiale. Enfin, bon, ceci étant, maintenant, mes enfants sont très grandes, ce sont des filles et ne vivent plus avec moi depuis longtemps. Donc, mais c'est très important, voilà. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut se mettre un certain nombre de barrières, je pense, pour pas se faire dévorer. Moi, j'ai le sentiment avec du recul, en effet, que ma vie. Mais bon, ma famille, elle a pas souffert de ça, je ne crois pas. Mais j'ai consacré beaucoup de temps à ma vie professionnelle, oui. Okay. Cette surcharge mentale qu'on a de temps en temps quand on est connecté en permanence, tu le ressens quoi des fois du coup? C'est quelque chose qui est pas... Non, parce que pour moi... Ça fait partie de ton rythme et du coup c'est... Non seulement ça fait partie de mon rythme, je dirais presque, sans être trop pompeux, que c'est presque une partie de mon oxygène en fait. Ouais. Donc... tu te nourris de ça en fait. Je me nourris de ça, je pense que ça me manquerait de ne pas avoir de l'adrénaline. Alors en même temps, quand j'ai fait du conseil et du M&A pendant 4 ans, j'avais plus d'adrénaline du tout, puisque j'étais en mode conseil et pas en mode opérationnel, et c'était très bien aussi. Donc je pense que... Et je suis très heureux d'avoir repris une activité opérationnelle aujourd'hui avec de l'adrénaline. Donc je pense qu'il faut des deux. Dans une vie professionnelle, il faut certainement des deux. Mais pour moi, l'adrénaline et la charge mentale n'est pas... Alors non, sauf si la charge mentale, elle est intense tous les jours, 5 jours sur 5. 12 mois sur 12, bon, là c'est trop dur. Il faut se trouver pas des échappatoires, mais il faut se trouver des moments d'équilibre. Mais pour moi, c'est pas un problème, non. Tu as eu l'occasion de travailler dans le football, on s'est rencontrés dans un match de rugby, je crois que le sport c'est quelque chose d'important pour toi. Très. Et que tu apprécies. On parle de plus en plus et je trouve que ça se libère de préparation mentale. C'est quoi ton opinion par rapport à ça, toi, la préparation mentale, alors des sportifs, mais aussi du coup des équipes, des dirigeants et autres? C'est très important. Pour moi, ça fait partie des skills, comme on dit, qu'il faut avoir pour un sportif. Je suis moins bien placé. Enfin, je suis pas entraîneur, moi, donc, mais je pense que c'est très important. La performance, elle passe par le développement des skills, y compris les skills mentaux. Dans l'entreprise, moi, j'aime mes collaborateurs ou mes collaboratrices quand je sens que, surtout quand ils ont du potentiel, mais qu'il y a un sujet soit de confiance en soi, soit de média training, comme on dit, d'absence d'autorité ou de trop d'autorité, d'absence d'empathie, ou les outils sur lesquels je considère on fait un bon manager. Je fais faire du coaching pour accompagner et aider à cocher toutes les cases en fait. Parce que l'expertise technique métier
c'est important, mais l'expertise managériale, il y a une part d'inné, mais il y a une part d'acquis aussi. Ça s'acquiert et ça s'acquiert avec des méthodes de coaching. Ok. Dans ta carrière, est-ce que tu as développé alors moi j'appelle ça des habitudes gagnantes, des routines gagnantes, des choses que tu as mis en place et qui fait que tu es super efficace, je sais pas, dans la gestion du temps, dans la prise de décision. Est-ce que tu aurais un petit tips à nous donner Bah, qui moi, fonctionne chez toi? je dirais qu'il faut savoir décider vite et ne pas avoir peur de se tromper, à condition de savoir réparer vite. Mm. Tiens, il faut décider vite, mais réparer vite si on s'est trompé. Donc il faut oser en fait. Euh, Moi je dirais, si c'est pas impossible, c'est que c'est possible. Voilà, donc c'est plus une valeur qu'un rite. Euh, non, moi j'essaye à chaque fois que je fais une réunion, qu'il y ait un compte rendu de la réunion, qu'il y ait une to-do à l'issue de cette réunion, qu'ensuite il y ait un update régulier. Enfin, moi je crois beaucoup au reporting. Pas seulement le reporting financier, le reporting managérial au sens large. Dans les actions en fait. Je crois beaucoup au reporting, je crois beaucoup à... j'ai un peu de mal à tenir les agendas des réunions parce que j'aime bien qu'il y ait des échanges. Et parfois, je me rends compte que des échanges, ça traîne en longueur. Mais quand il y a eu un échange, je considère que le onboarding, comme on dit, est supérieur, si tout le monde a pu s'exprimer, plutôt que quand c'est imposé. Donc, voilà. Ok. J'ai une dernière question. Alors nous, notre claim, c'est passer à l'action. Donc effectivement, Mm. cette notion de décision, C'est ça un va bon bien claim. parce que, voilà, C'est un bon claim. faut y aller et après, on peut éventuellement corriger vite, mais il faut avancer. On a lancé un programme, enfin j'ai lancé un programme qui s'appelle Pas de plan B. Alors je t'en ai pas parlé. Ce mot pas de plan B, ça t'exprime quoi, toi, spontanément? Alors, pas de plan B, ça m'exprime l'urgence, Ouais. ça m'exprime la nécessité de trouver une solution, de réussir. Mhm. Et j'aime bien ce concept de pas de plan B. C'est l'obligation de résultat en fait. Ça m'inspire obligation de résultat, ça m'inspire urgence et ça m'inspire nécessité de réussir. Ok. Ok. Merci pour cet entretien en tout cas. C'était un Merci à moment toi. riche et puis j'ai adoré toutes ces anecdotes. Donc, Eh ben, écoute, merci encore de ton j'espère accueil. que ça servira à ceux qui m'écouteront et me regarderont. Sans aucun Merci, doute, à sans aucun doute. bientôt. Merci et bonne réussite à toi.